Washington sous le choc. Trump dérape au musée de la Bible. Vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité de demain en l'évitant aujourd'hui. Voilà qui sonne comme une mise en garde pour les dirigeants qui parlent au nom de la nation, et ensuite inventent leur propre version des faits. Bonjour à vous, abonnés et curieux. Vous êtes sur le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots sur l'actualité politique américaine. Aujourd'hui, reportage long format. Retour sur l'intervention publique du président Donald Trump au Museum of the Bible à Washington, un discours qui devait être un plaidoyer pour la liberté religieuse et qui, en direct, s'est transformé en un catalogue de déclarations explosives, d'affirmations contestables et d'éclats politiques internes qui en disent long sur l'état du pouvoir. Avant de plonger, dites-nous en commentaire, que vous inspire une scène où un président évoque la Bible puis dénigre des mesures contre la violence domestique? Abonnez-vous pour ne rien manquer des analyses sans filtre du Point US. Partie 1. Le décor, un musée, une commission, un théâtre d'ombre. Ah mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, parce que l'histoire d'aujourd'hui commence dans un lieu qu'on n'aurait pas choisi pour un discours présidentiel, le musée de la Bible. Oui, vous avez bien entendu, un ancien président des États-Unis qui choisit d'aller se planter au milieu des vitraux et des versets bibliques, comme s'il voulait rejouer Moïse au mont Sinaï, sauf que lui, au lieu des 10 commandements, il est venu avec 10 contradictions. Dès le décor, le ton était donné, podium fleuri, quelques pasteurs alignés derrière comme dans un téléévangile du dimanche matin, et bien sûr Trump en vedette, micro en main, le regard au perché comme s'il attendait que le Saint-Esprit descende directement dans son prompteur. Normalement, dans un musée, on contemple l'histoire. Mais ce jour-là, l'histoire, c'était lui. Lui seul, en train de réécrire la vérité à sa sauce, comme un vieux conteur de quartier qui rajoute du sel, du piment et même du sucre pour que le public ne décroche pas. Pourquoi la Bible? Ah, ça, c'est la trouvaille géniale. Quand vous avez perdu la moitié de vos électeurs, quand les juges vous regardent de travers, quand la presse vous traque jusque dans vos rêves, vous brandissez le livre sacré comme un bouclier magique. Chez nous en Afrique, on appelle ça le passe-partout spirituel. C'est un peu comme quand un chef de quartier qu'on accuse de détournement décide de faire une grande messe d'action de grâce pour prouver qu'il est un enfant de Dieu. Oui, on connaît la technique, sanctifier ses casseroles politiques. Mais ne vous y trompez pas, derrière les chants, les prières et les God Bless America, c'était bel et bien un meeting électoral camouflé. Trump savait très bien que dans une Amérique divisée, il faut parler la langue de la foi pour rallier les foules. Mais attention, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la stratégie. En bon commerçant, il a compris que la Bible, c'est le meilleur produit d'appel pour ramener les brebis égarées de son électorat. Et bien sûr, au passage, il en profite pour attaquer Joe Biden et les démocrates, histoire de rappeler que même devant l'Éternel, il reste fidèle à sa mission préférée, lancer des pierres dans la cour du voisin. On aurait dit un prêcheur improvisé, mélangeant l'évangile de Jean et le manuel du parfait populiste. Mais mes frères et sœurs, restons lucides. Ce mélange de sacré et de politique, ça ne trompe pas tout le monde. Parce qu'à force de faire de la Bible une tribune électorale, Trump ne donne pas des versets, il fait des sketchs. Et croyez-moi, quand on en est à transformer un musée religieux en scène de stand-up politique, c'est qu'on a déjà compris que la bataille ne se joue plus dans les urnes, mais dans le spectacle. Voilà donc l'ambiance. Un décor sain, un discours brouillon, une mise en scène digne d'un téléfilm du dimanche soir. Mais ce n'était que l'entrée du repas. Car le plus croustillant, ce n'était pas encore le décor. C'était ce qui allait sortir de sa bouche quelques minutes plus tard. Et mesdames et messieurs, attendez, accrochez-vous, parce que dans la prochaine partie, on va plonger dans la phrase qui a mis le feu, quand Trump a osé banaliser la violence domestique devant le monde entier. Alors si vous aimez quand on démonte ces shows politiques sans dentelle, abonnez-vous tout de suite à Le Point US. Parce qu'ici, on ne fait pas semblant. On dit les choses comme elles sont, avec le piment et le sel qu'il faut. Partie 2. Quand Trump banalise la gifle conjugale devant Dieu et CNN. Mesdames et messieurs, c'est ici que la pièce de théâtre biblique a tourné au mélodrame politique. Imaginez la scène. Trump, toujours perché derrière son pupitre comme un maître de cérémonie dans un mariage raté, lâche une phrase qui a glacé tout le monde. Il dit, je cite presque mot pour mot, « Il y a des femmes qui disent être battues, mais en réalité, elles exagèrent. » Et pause. Silence. Le souffle s'arrête, même les vitraux du musée de la Bible ont failli se fissurer. Parce que voyez-vous, ce n'était plus un discours politique. C'était une gifle, non pas imaginaire, mais bien réelle, donnée à toutes les victimes de violences domestiques. Dans une Amérique où chaque jour des femmes fuient leur foyer pour sauver leur peau, voilà un ancien président qui vient transformer leur souffrance en blague de comptoir. Non, ce n'était pas une erreur de langage, c'était un aveu de pensée. Un aveu dangereux. Chez nous au quartier, quand quelqu'un parle comme ça, on dit « Grand, tu as dépassé le stade de vérité, tu es déjà dans le domaine du manque de respect. »
Parce que même le plus mauvais humoriste de cabaret sait que certaines choses ne se banalisent pas. Mais Trump, lui, il a transformé un sujet grave en punchline électorale. Comme si la douleur des autres était une monnaie politique à dépenser pour amuser son auditoire. Et le plus choquant dans l'affaire, c'est que dans la salle, une partie du public a ri. Oui, mes frères et sœurs, certains ont osé trouver ça drôle, preuve que le poison du populisme a déjà fait son effet. Parce que quand un leader normalise la violence, il entraîne toute une foule à croire que c'est une opinion comme une autre. Or ce n'est pas une opinion, c'est une insulte, c'est une gifle collective, c'est une déchirure dans la dignité humaine. Imaginez un instant qu'un chef traditionnel en Afrique se lève lors d'une réunion familiale et déclare « Quand une femme crie qu'on l'a battue, c'est parce qu'elle dramatise ». On aurait dit que le ciel tombe, que les ancêtres eux-mêmes sortent des tombeaux pour lui donner la correction spirituelle qu'il mérite. Mais là, c'est un ex-président américain qui se permet cette dérive en direct, au milieu de pasteurs et de caméras. Voilà pourquoi ce moment restera dans l'histoire comme l'un des plus indécents de sa carrière politique. Et attention, ce n'était que le début de ses dérapages. Parce que juste après avoir banalisé la violence domestique, Trump a changé de cible et s'est lancé dans un autre terrain miné, la communauté transgenre et les minorités. Oui, mesdames et messieurs, préparez vos ceintures, car dans la prochaine partie, on va voir comment il a transformé un podium religieux en ring d'attaque contre tout ce qui bouge. Alors si vous aimez voir les masques tomber et les discours transformés en satire piquante, n'oubliez pas de vous abonner à Le Point US. Parce que si vous ratez ça, même votre voisin va vous raconter l'histoire avec exagération et sans sel, et vous allez regretter. Partie 3, Trump ouvre le ring, les transgères et minorités dans le viseur. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, parce qu'après avoir minimisé la douleur des femmes battues, Trump n'a pas décidé de calmer le jeu. Non, au contraire. Comme un lutteur qui sent que le public réclame encore du spectacle, il a enlevé la chemise morale et il est entré dans le ring. Cette fois-ci, les victimes étaient toutes désignées, les transgères et les minorités. Il a commencé en pointant du doigt les personnes transgères dans l'armée, comme si elles étaient devenues la plus grande menace pour la sécurité des États-Unis. Oubliez les missiles, oubliez la dette, oubliez même la guerre en Ukraine. Selon Trump, le vrai problème, c'est qu'un soldat puisse changer de genre. Et, franchement, quand on l'écoutait, on se demandait s'il parlait en ancien président ou en vieux oncle grincheux qui s'énerve au bar chaque fois qu'il entend une nouvelle mode. Et comme toujours, il a emballé tout ça avec une sauce populiste, on ne peut pas laisser ces gens détruire les valeurs américaines. Ah bon? Donc c'est une poignée de citoyens qui menacent les États-Unis, pas le chômage, pas l'inflation, pas la violence des armes? Chez nous au quartier, quand quelqu'un dévie ainsi les vrais problèmes pour s'attaquer aux plus vulnérables, on dit « voilà le chef qui cherche bouc émissaire comme on cherche chèvre dans la brousse ». Mais ce qui rendait le tout encore plus absurde, c'était le mélange entre la Bible et la politique. Trump citait des versets de travers, comme s'il cherchait à convaincre que même Dieu est d'accord avec sa croisade contre les transgères. Vous voyez un peu? C'est comme si un commerçant de marché vendait du pain rassis en criant « Achetez, c'est écrit dans la Bible ». Voilà le niveau de manipulation auquel on assistait. Et les minorités dans tout ça? Elles ont eu leur part de spectacle. Trump a peint un tableau sombre où les immigrés seraient responsables de tous les maux. L'insécurité, le chômage, même la pluie qui tombe au mauvais moment. Tout y passait. C'était un discours où chaque mot sonnait comme une accusation gratuite, un vrai procès populaire sans preuve ni témoin. Comme chez nous quand un voisin se lève au quartier pour accuser tout le monde de sorcellerie parce qu'il a échoué son petit business. Mais mes frères et sœurs, la vérité est simple. Trump sait que quand on attaque les minorités, une partie de son électorat applaudit. C'est un vieux truc politique, désigner des ennemis imaginaires pour détourner l'attention des vrais problèmes. Bref, ce jour-là, le musée de la Bible s'est transformé en tribunal improvisé, avec Trump comme juge, jury et bourreau, condamnant des millions de personnes sans avocat ni défense. Et le plus inquiétant, c'est que ce genre de discours, sous les applaudissements d'une foule hypnotisée, prépare le terrain à la haine, à la division et aux violences. Parce qu'on ne construit pas une nation en choisissant qui a droit de vivre dignement et qui doit être rejetée. Non. Ça, c'est la recette pour un chaos garanti. Voilà donc la scène. Un président déchu qui, au lieu de rassembler, s'acharne à diviser, en pointant du doigt les minorités comme si elles étaient les responsables de tout. Mais attendez seulement, parce que le clou du spectacle n'était pas encore arrivé. Le moment où il a commencé à inventer des chiffres, à sortir des statistiques tombées du ciel comme des mangues en saison pluvieuse. Et si vous voulez voir comment Trump est passé de la Bible au calcul mathématique de fiction, ne bougez pas, abonnez-vous à Le Point US. Parce qu'ici, on vous sert la vérité avec piment, gingembre et satira à volonté. Partie 4. Quand Trump invente des chiffres comme un élève qui n'a pas révisé son examen. Mesdames et messieurs, si jusque-là vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous. Parce qu'après avoir jonglé avec la Bible,
taper sur les femmes, insulter les transgenres et accuser les minorités, Trump a décidé de sortir son arme fatale, les chiffres inventés de toutes pièces. Oui. Ce jour-là, le musée de la Bible s'est transformé en salle de maths. Mais des maths version improvisée, comme chez un élève en panique le jour du bac blanc. À l'entendre, on aurait cru qu'il tenait dans sa main un rapport officiel de la CIA, alors qu'en réalité, c'était du pur cinéma. Il lançait des statistiques sorties de nulle part. 80% des crimes viennent des immigrés. 90% des familles américaines souffrent à cause de Biden, 120% de la population est contre les transgenres. Attendez. 120%? Même au marché central de Douala, où les vendeurs gonflent toujours un peu les prix, personne n'ose exagérer à ce point-là. Chez nous, quand un menteur commence à empiler des chiffres imaginaires, on dit « Grand, même ta bouche te trahit déjà, arrête de forcer ». Parce que ce n'était plus un discours, c'était un concours de mensonges, une pluie de chiffres fantômes qui faisaient rire les uns et grincer les dents les autres. Même les journalistes sur place n'arrivaient plus à suivre. Leur stylo chauffait, leur carnet brûlait, mais impossible de vérifier quoi que ce soit. Et le plus comique dans tout ça, c'est la manière dont Trump les récitait, avec une assurance de professeur titulaire. Comme un oncle au village qui raconte qu'il a vu 1000 lions dans la forêt, mais qui insiste tellement qu'on finit par se demander s'il ne parle pas des chèvres. Voilà le vrai talent de Trump. Il ment, mais il ment avec conviction, au point que certains applaudissent comme si c'était une révélation divine. Mais attention, ce n'était pas seulement du mensonge, c'était de la stratégie. Parce qu'en politique, quand on sait que la vérité ne nous arrange pas, on fabrique sa propre vérité. Et Trump, lui, il est devenu le Mozart de l'invention statistique. Chaque chiffre était une note de musique dans une symphonie du mensonge. Et le public, lui, battait des mains comme dans un concert. Le problème, c'est que ce genre de spectacle laisse des traces. Parce qu'à force de répéter des fausses données, certains finissent par y croire. Et quand une foule croit à des chiffres qui n'existent pas, on entre dans le territoire du danger, celui où la manipulation remplace la raison, où le mythe prend le dessus sur les faits. Et c'est ainsi que ce discours, qui devait ressembler à une conférence pieuse, s'est transformé en une comédie biblique mélangée à une foire aux chiffres truqués. Le musée de la Bible a vu défiler des mensonges dignes d'un film nigérian, avec Trump en acteur principal, déterminé à convaincre que ses inventions étaient plus solides que les tables de Moïse. Mais attendez, mesdames et messieurs, parce qu'après toute cette pièce de théâtre où se mélangeaient religion, violence, haine et mensonge, une question brûle les lèvres. Quelle leçon faut-il tirer de ce spectacle biblique transformé en cirque électoral? Et avant qu'on arrive à cette conclusion piquante, abonnez-vous vite à Le Point US. Parce qu'ici, on ne se contente pas de regarder les shows politiques. On démonte tout, on assaisonne, et on vous sert le plat chaud, avec piment et humour garanti. Partie 5. La morale du cirque. Quand la Bible devient décor et le mensonge, liturgie. Mes frères et sœurs, après avoir suivi ce spectacle biblique version Hollywood, il faut bien qu'on s'arrête un instant pour digérer. Parce qu'en vérité, ce que Trump a offert ce jour-là n'était pas un discours, encore moins une prédication, c'était une messe du mensonge, un culte improvisé où les versets servaient de rideau et les statistiques inventées de chapelet. Au départ, on croyait que c'était un simple meeting. Mais à bien regarder, c'était un vrai one-man show électoral, où la foi devenait un accessoire, la douleur des femmes un gag, les transgenres des boucs émissaires et les chiffres, des jouets en plastique. Bref, tout sauf un moment de vérité. Et pourtant, ironie du sort, ça se passait dans le musée de la Bible, symbole de vérité divine. Ah Seigneur! Chez nous on dit, quand le mensonge s'installe dans la maison de la vérité, même les murs pleurent en silence. Mais il faut tirer les leçons. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de Trump. Non. C'est aussi une image du monde politique d'aujourd'hui. Quand les dirigeants ratent leurs promesses, ils se réfugient derrière la religion, ils jouent la carte de la peur, et ils inventent des chiffres pour impressionner les foules. Ça ne se passe pas qu'aux États-Unis. Ici même en Afrique, on connaît ces techniques-là. Qui n'a jamais entendu un politicien déclarer que 98% du peuple est derrière lui, alors qu'au marché, même sa propre femme hésite à voter pour lui. Trump a simplement perfectionné l'art. Il mélange la Bible, la colère, l'humour douteux et les statistiques truquées pour fabriquer un spectacle. Mais attention, ce n'est pas du théâtre innocent. Parce qu'à force de rire des mensonges, on finit par leur donner du pouvoir. Et un peuple qui croit à des mensonges est un peuple en danger. Chez nous, un vieil adage dit « Quand un enfant joue avec une grenade en pensant que c'est une orange, c'est tout le village qui doit trembler ». Alors, mesdames et messieurs, la vraie morale de ce cirque, c'est que Trump n'était pas là pour prêcher l'évangile ni pour dire la vérité. Il était là pour sauver sa peau politique, pour rallumer la flamme d'un électorat fatigué. Et dans cette mission, tout était permis. Banaliser la violence, pointer du doigt les minorités et gonfler des chiffres imaginaires jusqu'au ciel. Résultat,
Une scène qui ressemble plus à un sketch de cabaret qu'à un discours présidentiel. Mais attention, le rideau n'est pas encore tombé. Parce qu'après tout ce qu'on a vu et entendu, une dernière question s'impose. Et maintenant, qu'est-ce que cela dit de l'Amérique, et surtout, du futur de cette présidentielle qui s'annonce comme un combat biblique entre vérité et mensonge? Alors mes frères et sœurs, avant qu'on entre dans cette conclusion finale qui va piquer comme le piment rouge de Mbouda, abonnez-vous vite à Le Point US. Parce que si vous comptez sur CNN ou Fox News pour vous servir la vérité, vous aurez des informations fades comme du riz sans sauce. Ici, on vous donne la politique en version épicée, croustillante et satirique. Exactement comme il faut. Part ici, la chute finale. Trump, le cirque et la leçon que personne ne veut entendre. Mesdames et messieurs, après avoir traversé ce chemin chaotique où la Bible servait de décor, où les chiffres étaient des inventions, et où les minorités et les femmes ont été les figurants involontaires d'un théâtre grotesque, il est temps de regarder la scène finale. Et croyez-moi, ce tableau est aussi choquant que spectaculaire. Donald Trump, seul sur son podium, avec un sourire fier et des mensonges en bandoulière, croyait tenir le monde dans sa main. Ce qui frappe dans ce dernier acte, c'est la déconnexion totale avec la réalité. Le roi de la statistique improvisée a cru qu'en répétant ces absurdités assez fort, elles allaient devenir la vérité universelle. Chez nous au quartier, on dit « même le plus fort des griots ne peut transformer la boue en or », sauf s'il le raconte à un public aveugle. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a transformé le musée de la Bible en scène de cirque politique, où la vérité était le clown triste et lui, le dompteur de mensonges. Et là, mes frères et sœurs, il y a quelque chose de fascinant. Le public, entre étonnement et rire, est devenu complice. Parce qu'on ne rit pas toujours de ce qui est drôle. Parfois, on rit pour ne pas pleurer. Et Trump, malin comme un vieux singe, l'a compris. Chaque absurdité, chaque attaque, chaque chiffre inventé était comme une corde qu'il tendait pour maintenir son public sous contrôle. C'est ça la vraie magie du spectacle. Transformer l'inacceptable en normalité, le grotesque en routine. Mais la valeur ajoutée ici, ce qui distingue cette dernière partie, c'est le miroir que cela tend à l'Amérique et au monde. Parce qu'au-delà de la satire, au-delà du rire et du choc, il y a une question que tout le monde devrait se poser. Jusqu'où peut-on pousser une nation à applaudir des mensonges? Quand les institutions sont fragiles, quand les médias sont divisés, et quand les citoyens fatiguent, même les histoires les plus folles peuvent sembler crédibles. Et ce jour-là, le musée de la Bible a été le témoin silencieux d'un pays qui rit de sa propre tragédie. Alors mes amis, avant de refermer ce chapitre, posons-nous une dernière question. Que restera-t-il de ce cirque biblique dans l'histoire américaine? Sera-t-il un avertissement pour la prochaine génération ou un modèle de manipulation politique? Une chose est sûre, ceux qui regardent sans réfléchir risquent de tomber dans le piège des mensonges habillés en vérité. Et pour ne rien rater de la suite, pour continuer à voir les masques tomber et les absurdités être démontées une par une, abonnez-vous dès maintenant à Le Point US. Ici, nous ne mâchons pas nos mots, nous ne vendons pas de poudre aux yeux. Et surtout, nous vous servons la politique américaine avec toute l'ironie, la satire et le piquant qu'elle mérite, à la camerounaise même. Et si vous croyez que c'est fini, détrompez-vous. Parce qu'en politique américaine, chaque acte est une ouverture vers le prochain spectacle. Et croyez-moi, avec Trump, le prochain épisode promet d'être encore plus épique et déjanté. Conclusion. Quand le cirque politique devient miroir de la réalité. Alors mes chers spectateurs, arrêtons-nous un instant et posons-nous cette question. Jusqu'où peut aller un homme pour transformer le réel en spectacle et convaincre le monde que ses inventions sont la vérité absolue? Parce qu'en vérité, ce qu'on a vu au musée de la Bible n'était pas seulement un discours ou une conférence de presse, c'était un théâtre de la manipulation, un mélange d'absurde, de grotesque et de dangereux qui nous pousse tous à réfléchir. Comme disait Mark Twain, « It's easy to fool people then to convince them that they have been fooled ». Et là, on touche le cœur du problème. Trump a réussi à faire croire à certains qu'une fiction pouvait devenir réalité, que la violence pouvait être minimisée, que les minorités pouvaient être accusées sans preuve, et que la Bible pouvait servir de décor à ses propres mensonges. Chez nous, on dirait, quand le vieux singe montre ses dents, le jeune singe regarde et apprend. Mais il y a une autre question, plus importante encore. Qu'est-ce que cela dit de nous, spectateurs, citoyens et lecteurs? Sommes-nous prêts à accepter les histoires qui font briller l'ego d'un homme, ou allons-nous choisir de regarder la réalité en face, même quand elle fait mal? Parce que le vrai danger, ce n'est pas seulement Trump ou un autre dirigeant, c'est quand nous, par silence ou par amusement, laissons passer le mensonge sans réagir. Alors je vous pose cette question directement. Qu'avez-vous pensé de ce discours biblique devenu cirque politique? Est-ce que vous pensez que ce spectacle est le reflet d'une stratégie politique ou juste un show improvisé pour amuser la galerie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Et bien sûr, mes amis, si vous voulez continuer à démasquer les absurdités, comprendre les dessous de la politique américaine et rire un peu tout en réfléchissant,
Abonnez-vous à Le Point US. Ici, on ne fait pas de demi-mesure. On vous sert la vérité, la satire, l'ironie et la profondeur, avec un style unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Parce qu'en politique américaine, chaque jour réserve son lot de surprises, de scandales et d'extravagances. Et croyez-moi, vous ne voudriez pas rater le prochain épisode du cirque présidentiel. Alors restez avec nous, commentez, partagez, et surtout, continuez à observer, questionner et rire, à la camerounaise même.